Bonjour, je suis en train de commencer l'enregistrement. Vous avez voulu poser une question? Non, ça va. OK. Donc, bonjour encore à tous ou bonsoir. Cela dépend de l'heure de là où vous êtes. Merci de nous rejoindre en ce 29 novembre 2022 pour ce webinaire sur la conception et la mise en œuvre des programmes CSC en situation de crise humanitaire. Je suis Jean-Jacques Brou, Community Manager francophone de Springboard au sein des programmes de communication John Hopkins. Donc, j'initie et je coordonne les activités de partage des connaissances, la mise en œuvre des ressources, des documents, la promotion de ces documents CSC auprès de tous les professionnels, bien sûr, du domaine de CSC qui sont sur la plateforme Springboard. À présent, je vous prie de vous présenter dans le chat, de donner votre nom, de donner votre pays ou de votre organisation. Nous serons vraiment très ravis de faire la connaissance avec vous et de rester en contact avec vous également. L'objectif de ce webinaire est de se connecter, de connecter les professionnels intervenant dans le domaine du CSC de partout dans le monde, précisément en zone Afrique francophone, puisque nous sommes centrés sur l'Afrique francophone pour ce webinaire. Présenter la plateforme Springboard aux participants ainsi que le site des ressources CSC appelé le Compass, mis en place par le Centre des programmes de communication John Hopkins. Au cours de ce webinaire, deux grandes organisations internationales bien connues de vous tous, nous aurons la possibilité d'avoir M. Janvier Bolunda, conseiller technique en santé communautaire de à Momentum RDC, et Gérard Gildas, spécialiste en engagement communautaire au niveau de la Croix-Rouge centrafricaine, qui partageront leur expérience en matière d'implémentation de projets CSC dans des situations d'instabilité. Nous aurons également comme modérateur M. Elvis Moulumba, qui est consultant en communication sur les risques sanitaires et engagement communautaire. Il est également spécialiste en suivi et évaluation, journaliste de la plaidoyer, journaliste de santé, plaidoyer, chercheur et fondateur de la Fédération internationale des communicateurs sur les risques et engagements communautaires en RDC. Comme annoncé tantôt, un peu plus haut, Springboard est une communauté virtuelle des professionnels du changement social de comportement. Springboard est une plateforme qui a plus de 4000 membres ici de 100 pays. Donc, dans le but de connecter les professionnels du domaine de la communication pour le changement social de comportement, nous organisons régulièrement des discussions écrites ainsi que des webinaires sur des thématiques du CSC telles que la planification familiale, la communication des risques, la nutrition, etc. et bien d'autres thèmes encore. Springboard est également un référentiel permettant aux membres de trouver d'autres webinaires et événements CSC, des offres d'emploi et également des ressources ou d'autres opportunités. Donc, pour toute personne, toute organisation désireuse d'organiser des forums, des webinaires, à partir de Springboard, nous vous prions de bien vouloir rentrer en contact avec moi. Tout à l'heure, je vais laisser mon mail dans le chat et je partagerai également mon écran pour vous présenter à quoi ça ressemble la plateforme à Springboard. Donc, pendant ce webinaire, les micros de tous les participants seront coupés afin de faciliter la communication, c'est-à-dire à partir de la présentation pour éviter les bruits extérieurs. À cet effet, nous vous prions de bien vouloir laisser vos questions dans le chat. Pendant ce webinaire, vous aurez l'opportunité d'intervenir à partir de l'étape des questions et réponses. Donc, comme je le disais, pour ceux qui ne se sont pas encore présentés, nous voulons vous connaître tous. Donc, laissez votre nom, vos prénoms dans le chat. Ce webinaire sera divisé en trois parties. Donc, la première partie, nous aurons la présentation de M. Janvier Bolunda de la RDC.
et nous vient du projet Momentum. Deuxièmement, nous aurons aussi la présentation technique de M. Gérard Gildas de la Croix-Rouge au niveau de la Centrafrique. Et en troisième partie, nous aurons, cette partie sera dédiée aux échanges, c'est-à-dire aux questions-réponses. Sans plus tarder, je vais passer la parole à notre modérateur du jour, qui est M. Elvis Mouba. Monsieur Elvis, si vous m'entendez, vous avez la parole. Merci. Merci, cher Jean-Jacques. Bienvenue à tous les participants à notre webinaire parce qu'ils sont tous membres de Springboard. Bonjour encore et bienvenue dans ce webinaire à tout le monde, et spécialement à nos deux invités et à Monsieur Janvier qui est déjà là. Et sans plus tarder, à ce stade, je voudrais vous présenter notre premier intervenant qui est Monsieur Janvier. Monsieur Janvier a un master en santé publique. Il est aussi spécialiste dans la santé communautaire il y a plus de 20 ans. Et il est déjà au niveau de ce projet, comme vous l'avez dit, Momentum. C'est un consortium de 4 organisations qui sont financées par l'USAID et qui travaillent dans le renforcement de la santé communautaire en RDC. Et donc, sans plus autant tarder, je nous invite M. Janvier à prendre la parole. M. Janvier, bonjour et merci et prenez la parole. M. Janvier, bonjour. M. Janvier, vous nous entendez? M. Janvier. M. Janvier. OK, je ne sais pas s'il entend. Je vous prierai de rallumer votre microphone pour vous rassurer que nous vous entendons très bien. Est-ce que M. Gildas est déjà là? M. Janvier, ça va? Cher Jean-Jacques, il y a un petit souci. Si vous pouvez harmoniser un peu. Merci. Ah, Monsieur Janvier, bonjour. Veuillez désactiver votre microphone, Monsieur Janvier. Activez votre microphone, s'il vous plaît. Wow. Monsieur Janvier, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Monsieur Janvier, voudriez-vous activer? Vous avez dit, je suis Janvier de la RDC. Je travaille dans le projet Momentum. Momentum, c'est un projet qui se trouve en RDC, à l'est de la République, comme vous l'avez présenté. Et donc, je suis chargé des activités communautaires. Je suis conseiller en santé communautaire. Alors, sans plus tarder, et donc nous allons passer à la présentation. Et au niveau de la présentation, comme déjà projeté, à la mise en place d'un programme de changement de comportement, de changement social de comportement. Et à cela, nous avons essayé de vouloir aujourd'hui partager notre expérience avec l'équipe de la santé communautaire et l'équipe de communication. Dia, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui. Alors, comme aperçu, je voudrais un peu présenter le projet Momentum pour ceux qui ne le connaissent pas. Et pour le projet Momentum, c'est un projet mondial mis en œuvre dans 8 pays, y compris la RDC. Alors, la durée de ce projet est de 5 ans, soit de 2021 à 2025. Le projet, c'est un projet de consortium. Il y a des partenaires IMAWED Health qui se charge beaucoup plus. Il est le chef de file et puis il est responsable des aspects techniques de la santé maternelle
infantile et de la nutrition. Il y a Pathfinder International qui est aussi responsable technique des aspects de planning familial, santé de la reproduction et les genres et les jeunes. Nous avons GSI qui est aussi responsable technique des aspects de suivi et évaluation de la santé de l'enfant et vaccination, et puis la santé communautaire. Et puis nous avons African Christian Health Association Platform qui est aussi là pour le renforcement des capacités des ONG locales. Nous avons au niveau local, nous avons des ONG locales. Ici en RDC, nous sommes en train d'implémenter le projet avec une ONG locale ou nationale qu'on appelle Santé Plus. Et le projet bénéficie du financement de USAID. Comme vous voyez dans la carte, sur la carte à côté, il y a des couleurs vertes. Et ces couleurs vertes signifient au nord, vous allez remarquer qu'il y a une zone qu'on appelle Mabalako, Beni, Kalunguta, Butembo et Katwa. Et donc, ça fait 5 zones de santé au nord. Et aussi, de la partie sud, regorge 3 zones de santé, dont la zone de santé de Wanguba, la zone de santé de Rutshuru et la zone de santé de Nyiragongo. Et donc, le projet est implémenté dans 8 zones de santé au niveau du terrain. Merci, Dia. Oui, ça c'est le titre, juste Dia. Alors, dans la conception, pour la conception, nous avons pensé que les éléments beaucoup plus à considérer seraient, il faudrait prévoir qu'on puisse évaluer, qu'on ait l'évaluation des problèmes ou la conception à changer ou à améliorer. Donc, on doit avoir une évaluation, prévoir une évaluation initiale. Et après, on doit prévoir aussi associer la communauté à identifier et à la recherche de solutions aux problèmes, à leurs problèmes. Donc, la communauté doit être associée dans toutes les étapes. Quand on commence à faire la conception, on doit penser qu'on doit mettre en considération cette communauté-là. Et puis, on doit identifier les leaders communautaires et les influenceurs. Parce que ces leaders, s'ils sont connus, et les influenceurs, on a la facilité de se créer des alliés dans l'implémentation du projet. Alors, nous devons aussi tenir compte de la sensibilité ou des sensibilités locales. Cela permet aussi à ce que quand on fait sa planification, qu'on sache déjà que non, il y a des sensibilités auxquelles on ne doit pas toucher et si on ne touche pas à ces sensibilités-là, le projet bien marché. Et il y a des sensibilités là où vous y touchez, par exemple, vous avez la facilité de pénétrer dans la communauté. Et donc, on doit aussi tenir compte des langues de communication au niveau local. Parce qu'il y a des projets, par exemple, si vous ne tenez pas compte des langues, vous allez venir avec des langues qui ne sont pas correctes ou des langues que la communauté locale n'est pas capable d'écouter et on aura difficile à implémenter le projet à ce niveau-là. Nous devons aussi tenir compte du niveau d'instruction de la communauté. Parce que le niveau ici serait important. Pourquoi? Parce qu'il y a des communautés, là où vous allez retrouver que les gens, tous sont instruits. Et si tous sont instruits, vous n'allez pas amener des messages qui ne cadrent pas. Il faudrait que quand on sait que non, dans cette communauté, tous sont instruits, vous avez la facilité de savoir comment adapter le message par rapport à leur niveau. Alors, on doit aussi tenir compte des us et des coutumes et les croyances religieuses au niveau communautaire. Et si on a ces aspects, on peut se dire oui, par rapport aux us, cette communauté aime ceci, cette communauté n'aime pas ceci, mais aussi les religieux, voilà les aspects auxquels on peut se fouiller. Là, si tous ces éléments-là sont mis en compte dans la planification et l'implémentation, sera très facile
au niveau du terrain. Dia. Alors, dans la suite, il faudrait prévoir ou développer des sujets spécifiques par rapport aux priorités ou aux problèmes identifiés. Parce que nous avons dit que nous allons faire, nous devons penser à une évaluation initiale. De cette évaluation-là, comme on a associé la communauté, nous aurons des priorités. Et ces priorités-là, c'est ce qu'on doit voir. On commence par les problèmes les plus importants et on finit par les problèmes les moins importants. Alors, il faudrait qu'on prévoit aussi à utiliser les outils dans la communication qui sont accessibles au niveau local, mais aussi des outils qui sont acceptables dans les milieux. Ici, je voulais dire les outils qui sont, disons, accessibles, c'est parce qu'on peut venir, par exemple, on dit, nous allons utiliser la radio comme moyen de communication. Mais dans les milieux, il n'y a pas de postes radio. Et là, on aura des difficultés. Mais aussi par rapport on peut se dire, non, nous allons utiliser les églises. Et vous entrez dans les milieux, il n'y a pas d'église. Et là, le message ne pourrait pas passer et la communauté ne pourra pas bénéficier de ce qu'on a préparé. Il faudrait aussi qu'on s'étale en sachant qu'on doit utiliser les ressources locales dans le partage de l'expérience. Ici, c'est dans le partage de l'expérience, par exemple, si on est dans un projet de planification familiale, on doit savoir que non, il y aura les couples satisfaits, par exemple, et ces couples satisfaits-là, si on les utilisait dans la communauté, facilement, la communauté peut les écouter parce que ce sont les gens qui donnent leur expérience par rapport à l'utilisation des méthodes, mais aussi des gens qui sont bien connus au niveau du terrain. Et donc, on a beaucoup plus confiance à ces gens. Alors, nous devons aussi tenir compte des leçons apprises lors des projets similaires antérieurs. S'il y a eu des leçons, disons, des leçons apprises dans les anciens projets implémentés, on doit les chercher et en tenir compte. Et cela permettra à ce qu'on puisse adapter ce qu'on voudrait mettre en place. Et puis, ici, nous devons tenir compte des groupes spécifiques. Et dans les groupes spécifiques, il faut penser aux populations, par exemple, déplacées. Il faut penser aux femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants, les adolescents et jeunes. Il faut penser aussi aux handicapés, par exemple. Et puis, il y a les vieillards et d'autres groupes spécifiques. Nous avons, par exemple, il y a des milieux où on a des pygmées, où les groupes, oui. On doit tenir compte de ces gens-là, disant que non. Les pygmées, par exemple, où la femme enceinte, il a des besoins spécifiques par rapport à la personne qui n'est pas enceinte. Et donc, quand on fait la planification, il faudrait qu'on tienne compte de cela. Dia, s'il vous plaît. Alors, on a parlé on voudrait faire la conception. Et quand on a fait la conception, ces éléments-là nous aideront à faire une conception et à savoir comment on peut facilement maintenant venir implanter les projets auprès de la population vulnérable. Alors, à cela, on nous a demandé si on peut avoir quelques défis lors de la mise en œuvre disons, du projet dans le contexte instable ou le contexte fragile. Et là, Dia, nous avons pensé qu'à cela, nous pouvons avoir quelques, mais ces éléments ne sont pas exhaustifs, bien sûr. Alors, la grande des préoccupations, nous, à notre niveau, nous avons pensé que la sécurité volatile, c'est un élément très important dans l'implémentation du projet. La population. Et ici, la mobilité au mouvement de la population. Aujourd'hui, on a donné, par exemple, un message
pour les changements de comportement. Mais demain, quand vous venez, vous voulez renforcer, vous vous retrouvez et la population cible que vous pensiez donner ce message n'est plus dans les milliers. Là, vous n'avez pas la facilité à ce que ce message-là puisse passer. Il y a aussi les défis d'accès. Et les défis d'accès, nous avons pensé aux routes saisonnières, par exemple. Il y a, pendant la période de pluie, on a difficile à atteindre tel coin ou tel autre parce que la route, il y a eu des embourbements ou il y a eu des éboulements sur la route. On peut aussi avoir des expressions de besoins autres que ciblées. Donc, quand on a fait la planification, nous avons fait l'évaluation initiale. Après l'évaluation initiale, on a identifié les besoins, mais il arrive des fois que la communauté commence à demander d'autres moyens que vous n'avez pas planifiés. Et là, ça devient une limite. Alors, nous avons aussi le défi par rapport au ton. Le ton ici et le langage. La personne, par exemple, qui pourrait donner le message, quand il donne le message, le ton n'est pas audible. Et le langage, ici, on peut, par exemple, quelqu'un qui, vous arrivez dans un milieu, on est en train de parler de telle langue utilisée, mais vous venez, vous utilisez une autre langue et les gens ne vont pas vous comprendre, bien que vous avez un bon message à transmettre. Alors, nous avons pensé aux mauvaises interprétations des messages par certains groupes. Vous pouvez donner un message, mais le message, au lieu que ça soit bien perçu, ce message-là, il y a d'autres qui l'interprètent négativement. Et là, ça peut vous bloquer dans l'implémentation. Et puis, nous avons pensé à l'hésitation ou refus d'adhésion aux bonnes pratiques. Ici, vous avez donné le message, mais cette communauté-là, vulnérable, refuse carrément d'adhérer aux bonnes pratiques. Et là, ça devient un défi pour, dans l'implémentation disons, de ces projets. Dia. Alors, au niveau, nous avons pensé aussi au niveau de l'alphabétisme. Vous pouvez arriver dans un milieu où il y a beaucoup plus d'analphabétisme. Là, vous aurez des difficultés à implémenter les projets. Il faut l'adapter pour que ça soit implémenté. Parce que nous avons dit qu'il faut utiliser des ressources locales, par exemple. Quand vous arrivez, vous avez besoin de telles personnes, mais vous cherchez la personne qui peut vous aider. Vous ne trouvez pas les compétences au niveau local. Ça devient un souci. Alors, il y a aussi les outils non adaptés à toutes les couches de la population. Ici, vous arrivez, vous avez vos outils et en amenant les outils, vous avez le langage, par exemple, qui se retrouve sur les outils où les images ne sont pas conformes à tout ce qu'on peut implémenter au niveau de cette terrain. Et là, par exemple, par rapport au langage, on peut arriver dans un milieu, vous avez des boîtes à images ou des affiches, il y a le français, et pourtant dans le milieu, personne n'écoute le français, personne ne sait lire le français, le message ne pourra pas passer. L'image aussi devra refléter ce que vous êtes en train de dire au niveau de la communauté. Alors, nous avons aussi la demande, donc la demande de la motivation de la part des bénéficiaires. Parfois, vous arrivez, vous avez fait une bonne planification, mais lors de l'implémentation, il y a les gens les bénéficiaires commencent à vous demander de motivation. Et là, ça devient aussi un frais. Ici, on a pensé aussi à beaucoup plus quand on se cherche, on voudrait se chercher, par exemple, les alliés qui n'ont pas été planifiés pour les budgets et les gens commencent à vous demander de l'argent. C'est vrai, vous voulez que nous puissions vous aider à informer les gens ou à comprendre, à faire comprendre la communauté, mais vous devez nécessairement nous donner quelque chose. Et là, ça devient un frais. Et nous avons pensé aussi au défi d'acceptation de certains membres des équipes dans le milieu.
Surtout ici, on a pensé à quand il y a des peuples, par exemple, belligérants, et ces peuples-là qui se battent, une personne, disons, une personne peut aller sensibiliser dans une communauté là où il est opposé. Il vient de la communauté opposée de cette communauté-là. La communauté-là ne va pas l'accepter facilement. Il va dire que non, non. Soit c'est vous qui êtes les sources de notre malheur. Pourquoi vous pouvez encore venir auprès de nous? Et là, ça devient un frais. Alors, nous avons pensé aux us et aux coutumes du milieu et les croyances religieuses. Et donc, ça aussi, ça peut être un frais par rapport à l'implémentation d'un programme, disons, de changement de comportement, de changement social de comportement. Dia. Alors, nous avons voulu partager une expérience par rapport à tout ce que, donc, tirer l'expérience tirée du projet que nous sommes en train d'implémenter. Et dans la communication, on s'est dit que cette expérience-là serait importante. Dia. Et ici, nous avons pensé que on a pris juste une expérience de 2019 pendant qu'il y avait l'épidémie Ebola dans les zones de santé. Et dans cela, au niveau de Beni et au niveau de Butembo. Alors, à ce niveau ici, ce sont des zones qui sont ciblées par le projet Momentum. Et quand il y avait cette implémentation de ce programme, la communauté n'était pas associée à l'identification et à la recherche des solutions à leurs problèmes au niveau de la communauté. Et la grande difficulté, c'était que il y avait aussi les ressources humaines utilisées dans cette riposte-là. Les ressources venaient d'autres coins et on n'a pas voulu associer les ressources qui étaient les ressources humaines qui étaient au niveau local. Et cela a amené à une résistance communautaire. Et cette résistance-là a rendu les interventions difficiles. Dia. Alors, en 2022, au mois d'août, il y a eu résurgence de l'épidémie Ebola dans une aire de santé qu'on appelle Butanuka. Et cette aire de santé-là se trouve dans la zone de santé de Beni, là où Momentum implémente le projet. Alors, dans cela, c'est que nous avons retrouvé que Momentum, nous avons, dans l'identification, donc nous avons associé la communauté dans l'identification, mais aussi nous avons formé des relais communautaires et les prestataires au niveau de la communauté même. Alors, il y a ces prestataires-là, il y a eu aussi beaucoup de formations, donc il y a l'accompagnement, et puis nous avons fait des dotations, des outils de communication et qui étaient accessibles dans le milieu. L'expérience qu'on a retrouvée à ce niveau-là, c'est que nous avons retrouvé, il y avait eu un cas, disons, déclaré Ebola, un cas positif, qui malheureusement, le cas l'avait succombé, mais comme la communauté était associée, et la communauté était formée, et la communauté était encadrée, nous en avons eu qu'un seul cas. Et donc, il n'y a pas eu un deuxième cas, et l'épidémie s'est arrêtée juste à un cas. Mais comme on comparait à 2019, là, il y a eu beaucoup de cas, beaucoup de décès, et on avait difficile à contenir l'épidémie dans le milieu. C'est ça un peu ce que j'ai réservé pour ce partage d'expérience par rapport à notre programme. Merci beaucoup. Merci, M. Janvier, pour cette brillante présentation. M. Elvie, vous avez la parole. Vous n'avez pas
Les services, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Les services, on ne vous entend pas, ouvrez votre micro. Ah, merci. Je disais, Monsieur Janvier, merci beaucoup de votre brillante présentation. J'ai été aussi en première ligne avec vos collaborateurs dans ces zones citées. À Beni, j'étais à Beni, j'étais à Mabalako, j'étais à Katoa, j'étais à Butembo et j'étais en charge de questions de l'engagement communautaire, la gestion des feedbacks communautaires. Vous touchez vraiment des préoccupations très importantes où nous pouvons affirmer aujourd'hui que le changement social et de comportement a été d'une valeur ajoutée. Et comme vous l'avez si bien dit dans le partage d'expériences, que l'autre épidémies de 12e, 13e et 14e ont été facilement maîtrisées grâce à cette capitale de la valorisation de la communauté et des efforts de tous les uns. Alors, je pense que merci beaucoup. On va revenir à la partie des questions pour connaître un tout petit peu, de revenir avec vous à tantôt. Merci infiniment de votre présentation. Nous pouvons à présent inviter notre deuxième présentateur, qui est M. Gérald Gildas Bikombi, et qui est chef de département de communication et point focal de ce qu'on appelle en anglais CAE, mais en français, c'est engagement communautaire et redevabilité. Merci beaucoup, Monsieur Gérald Gildas. Bienvenue. Vous avez la parole. Merci à tous. Bonjour. J'ai bien suivi mon confrère Janvier Blemba par rapport à sa présentation. Voilà brièvement ce que je peux vous présenter par rapport à la Croix-Rouge centrafricaine. Je suis Gérald Gildas Bikombi, chef de département et point focal à la Croix-Rouge centrafricaine. Le CEA, c'est un volet que nous venons à peine d'aborder et c'est très important. Et nous sommes appelés à faire la présentation sur l'exemple et leçons apprises dans la mise en œuvre du projet Changement social et comportement dans les situations de crise humanitaire et d'instabilité. C'est le cas également de notre pays, la République centrafricaine. Merci. Slide. Diapo. Diapo, pour permettre de présenter également le plan. Oui, notre présentation va tenir compte vraiment du contexte de la République centrafricaine, comme c'est déjà passé là-bas. Oui, nous allons faire également une petite présentation de la Croix-Rouge centrafricaine et nous allons donner l'exemple de la vaccination des déplacés et des nomades dans notre contexte et nous allons tirer quelques leçons apprises par rapport à ces activités de changement social et de comportement. Merci. Nous allons très rapidement présenter par rapport au contexte de la République centrafricaine. Notre pays, Diapo. Oui. Notre pays, la République centrafricaine, est un territoire pas très grand comme la RDC. Nous avons plus de 623 000 km² avec une population d'environ 5 millions d'habitants. Et vous allez voir que la répartition géographique est un peu n'est pas vraiment équilibrée sur tout l'étendue du territoire. Nous avons une faible population, mais nous avons un territoire très vaste et puis densément riche. Et par rapport à notre contexte de la République centrafricaine, c'est depuis 2013, il y a bientôt, vous allez constater que presque plus de 10 ans, nous avons vécu des conflits armés très récurrents avec l'environnement et un accès difficile des acteurs humanitaires. Parce que depuis 2013, avec l'avènement de groupes, des nombres en armes qui étaient venus par rapport dans le nord appelé le groupe de Séléka, qui a vraiment semé de la terreur au sein de toute la population. Et depuis là, cela avait coûté avec le coup d'État de l'ex-président Bozizé, et ainsi de suite avec les élections, et puis maintenant, même avec le gouvernement actuel, nous continuons toujours de sévir des problèmes de conflit sur toute l'étendue du territoire en République centrafricaine. Si vous allez voir dans la carte, vous voyez tout ce qui est en boule, en rouge, ce sont des zones où il y a eu vraiment des conflits armés et l'accès également est très difficile. Et dans les zones, vous allez voir les triangles en bleu,
Là, c'est les zones où il y a beaucoup plus d'inondations, ici en République centrafricaine, tout le long vers le sud du pays, ainsi que vers le nord. Ce sont des zones vraiment inondables. Et dans la carte également, vous allez remarquer la présence de la Croix-Rouge centrafricaine qui est partie sur toute l'étendue du territoire. Et c'est ce qui fait que nous sommes vraiment un acteur humanitaire clé au sein du pays. Il y a également la régularité des situations de catastrophes avec les aléas, surtout comme je l'avais dit déjà, l'inondation, incendies criminels, les accidents de route et les épidémies. Pour les épidémies, nous avons également surtout le choléra et la COVID également qui a fait des ravages. Et puis, nous continuons également à apporter des réponses dans le cadre de cette maladie. Il y a également la dégradation constante des vies de la population et la détérioration de la santé. Vous savez, avec ces différents cas de conflits et d'inondations, la population est tout le temps en mouvement. Donc, il y a beaucoup également de sites déplacés et vous connaissez les sites déplacés avec tous les corollaires que ça amène. Et ce qui amène vraiment la fragilisation du tissu social et communautaire ici en République centrafricaine. Japon. Slide. Oui. Ici, c'est la structure, oui, ici, c'est la structure de la Croix-Rouge centrafricaine et puis avec certains appuis des partenaires. Dans la structure, nous avons une assemblée générale avec le comité de direction, le secrétariat général, qui constitue une coordination de programmes sous lesquels se trouvent les différents départements techniques qui font les activités sur le terrain. Ici, au centre, nous avons la Croix-Rouge centrafricaine qui est pilotée par le comité de direction. Nous avons plus de 77 branches locales parce que dans la structure, nous avons chaque sous-préfecture, nous en avons 68 et 8 arrondissements de Bangui. Dans chaque subdivision administrative, il y a une branche locale de la Croix-Rouge centrafricaine. Nous avons également l'appui du gouvernement de la République centrafricaine, car nous sommes actionnaires des pouvoirs publics, le gouvernement nous appuie dans certaines activités. Nous avons la présence des partenaires du mouvement, à savoir le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Poisson-Rouge, c'est-à-dire la Fédération, et certaines sociétés nationales participantes, à l'exemple de la Croix-Rouge française, Croix-Rouge néerlandaise, ainsi de suite. Nous avons également la présence des ONG locales avec qui nous collaborons, ainsi que le système des Nations Unies ici présent en République centrafricaine. Japon. Slide. Voilà par rapport aux exemples. Nous avons pris l'exemple de la vaccination des déplacés et des nomades. Comme je l'avais expliqué, par rapport au contexte, il y a eu beaucoup de mouvements de la population. Et lorsqu'il y a campagne de vaccination, c'est très difficile pour que nous puissions vraiment couvrir les cibles. Et ce qui fait que par rapport au contexte, il y a l'inexistence de l'administration, y compris l'absence totale des organisations humanitaires dans certaines localités où les populations sont vouées à elles-mêmes et seule la Croix-Rouge centrafricaine était opérationnelle dans des situations d'urgence parce que à chaque fois, lorsqu'il y a détonation d'armes, toutes les organisations humanitaires n'existent plus. Et ce qui fait que c'est la Croix-Rouge centrafricaine qui est vraiment seule sur toute l'étendue du territoire pour mener les activités. Et ce qui nous a poussé par rapport à cet exemple de la vaccination, il y avait eu un cas, c'est parce que nous avons procédé à l'identification et recrutement du personnel parmi les déplacés. C'est-à-dire, lorsque on veut organiser les séances de vaccination dans les zones retirées et qu'il n'y a pas de personnel, on approche de la communauté et on essaie de rechercher est-ce qu'il n'y a pas de personnel soignant, des agents de santé au sein de la communauté qui ont l'expérience et qui peuvent également nous porter aide et assistance dans le travail. Parce qu'au sein de la communauté, il faut savoir qu'ils ont déjà le mécanisme, ils ont des agents, ils ont l'expérience. Et pour nous, nous allons dans ces milieux pour chercher l'expérience de ces personnels et qui viennent vraiment nous appuyer dans les activités de la vaccination. Nous procédons également à l'identification et à la formation des volontaires au sein des différentes communautés pour la vaccination. Parce que pour nous, à la Croix-Rouge, les volontaires se trouvent au sein de la communauté.
Et on en profite par rapport à la présence de ces volontaires au sein de la communauté pour les former, pour les impliquer. Comme ça va faciliter l'acceptation de ces volontaires ou de ces relais communautaires au sein de la communauté et ça facilite également l'implémentation de nos activités et la couverture vaccinale est élevée. C'est grâce à cette expérience faite avec les volontaires. Et j'ai pris ici le cas d'un responsable de la chaîne de froid qui était porté disparu et recherché. C'est-à-dire, il y avait un gros programme de vaccination et il va falloir que les chaînes de froid soient fonctionnelles. Mais comme c'était dans les situations de crise ou de conflits armés, le responsable de chaîne de froid était porté disparu. Personne ne savait là où il se trouve. Mais avec des échanges avec les volontaires, ils ont pu l'identifier et il a peur de sortir. Et ce qui fait qu'au niveau de la Croix-Rouge centrafricaine, nous avons organisé une équipe qui est partie le chercher, le prendre dans le véhicule de la Croix-Rouge centrafricaine. Il est venu activer la chaîne de froid. Il travaillait sous la surveillance des volontaires jusqu'à ce que le soir, il finit. C'est l'équipe des volontaires qui le sécurise pour le ramener au sein de sa communauté. Et cela a duré toute la période de la campagne de vaccination que nous avons pu avoir un bon résultat. Et j'ai pris également le cas du volontaire Labi Ibrahim, dont l'image se trouve ici, avec le dossard de la Croix-Rouge à droite. C'est un volontaire Peul. Vous savez, par rapport au contexte de la République centrafricaine, il y avait eu un conflit communautaire entre les musulmans et les chrétiens. Et ce qui fait que c'était difficile pour que nous puissions avoir la communauté Peul, qui est une communauté nomade. Et toutes ces communautés avaient fui. Ils se sont réfugiés, les déplacés dans les pays d'environ. Certains étaient au Cameroun, d'autres au Tchad. Et après ce moment, Labi était retourné dans la ville de Baoro avec sa communauté et l'accès était plus difficile. Mais comme lui, il est volontaire de la Croix-Rouge, il était formé et par rapport à la vaccination de la COVID et c'est Labi qui est parti maintenant au sein de sa communauté pour les sensibiliser par rapport à la maladie de coronavirus, au ravage qu'il fait et il les a mobilisés vraiment pour que la communauté presque tout entière soit vaccinée contre le coronavirus. Et c'est vraiment capital cet exemple de Labi. Et il est vraiment courageux et vaillant par rapport à l'activité qu'il a menée. Et c'est un très bon exemple que nous avons pu identifier. Et également, dans le contexte de notre pays, il y avait eu à Gamo, vers le sud-ouest de la République centrafricaine, des volontaires qui étaient partis sensibiliser la population. Mais malheureusement, cela a été coïncidé avec une attaque de la groupe armée. Ils ont pu secourir les gens et les amener au niveau de l'hôpital de Gambo. Et malheureusement, les hommes en armes ont surgi et ont fait des coups de feu sur les volontaires. C'est en 2017 et nous avons perdu plus de 12 volontaires dans cet événement malheureux. Slide. Merci, Diapo. Oui, dans le cadre par rapport aux leçons apprises, nous avons pris au moins 3 exemples ici. Premièrement, c'est la détermination et l'implication de la Croix-Rouge centrafricaine de la mobilisation et les activités de la vaccination qui a développé un climat de confiance entre la Société nationale de la Croix-Rouge centrafricaine et le ministère de la Santé publique qui, dorénavant, confie tous les programmes d'urgence, à savoir choléra, préparation à Ebola et COVID à la Société nationale de la Croix-Rouge centrafricaine. Et cela a renforcé le lien de partenariat entre le gouvernement et la Société nationale par rapport à toutes les expériences, par rapport aux résultats donnés par la Société nationale pendant ces activités lors de la crise que nous avons vécue. Et l'autre leçon, c'est le recrutement et l'identification du personnel et des volontaires parmi les personnes déplacées qui a donné un bon résultat. Parce que si nous comptons seulement sur le personnel de la santé ou sur les volontaires de la Croix-Rouge, nous n'avons pas à avoir ces résultats, mais nous avons jugé mieux de procéder à ces recrutements au sein des différentes communautés pour que par rapport à leur propre expérience, par rapport à leur contexte, qu'ils puissent nous aider à réussir dans les activités que nous avons menées. Là, pour nous, c'est vraiment une très grande leçon apprise pour la société nationale. Et autre leçon apprise, c'est cette bonne coordination et cette collaboration au sein du mouvement de la Croix-Rouge en République centrafricaine. Nous pouvons citer la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge néerlandaise,
le Comité international de la Croix-Rouge canadienne et la Fédération, qui a permis vraiment à la société nationale de fournir de bons résultats parce que tout le temps, tout le mouvement qui se coordonne dans les réunions stratégiques du mouvement appuie la société nationale à œuvrer dans ce sens. Voilà les quelques leçons apprises que je peux vous partager par rapport à cette expérience. Merci, Diapo. Oui, bon, voilà également quelques défis qui nous constituent quelques barrières par rapport à la mise en œuvre de ces activités de changement de comportement social dans le pays. Nous avons un problème d'abord de l'insécurité parce qu'il y a toujours des zones qui ont difficile d'accès où il y a des présences massives, il y a des enlèvements, des assassinats humanitaires dans les arrière-pays par rapport aux conflits armés. Donc, ça pose un sérieux problème d'accès à la population. D'abord, c'est ça que j'avais énuméré également les cas de ces volontaires qui ont été assassinés à Gambo. Nous avons reçu également les menaces des groupes armés. Il y a certains bureaux locaux de la Croix-Rouge qui ont été pillés et saccagés dans certaines provinces. Et également le problème de défacement difficile, les situations, la dégradation avancée des infrastructures routières pose un sérieux problème parce que la République centrafricaine ne dispose pas vraiment des routes bien bitumées et avec la saison pluvieuse, c'est difficile d'avoir accès dans les différents comités dans l'arrière-pays. Et également, la Croix-Rouge centrafricaine manque de moyens logistiques pour vraiment mener à bien ces différentes activités. Donc voilà d'une manière bref quelques exemples des leçons apprises ainsi que certaines difficultés que je vous ai présentées. Merci. Je vous dis merci et Singila Mingi, c'est le mot de fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Gérald. Merci de votre brillante présentation. C'était riche vraiment de leçons. Nous avons retenu les difficultés que vous avez parcourues, mais aussi votre débrouillardise sur le terrain à travers la participation de volontaires de Croix-Rouge qui ont été recrutés localement, comme votre expérience qui a pu porter des fruits. Félicitations. Il y a trop de similitudes, tout comme il y a aussi des divergences un tout petit peu près entre l'expérience congolaise et l'expérience de la Centrafrique. Mais néanmoins, nous pensons que ça a été vraiment de bonnes expériences pour tous les deux pour pouvoir essayer de maintenir et de mettre en œuvre le programme de changement social et de comportement dans le contexte humanitaire de crise et de fragilité. Merci infiniment. À présent, nous allons devoir inviter tous les participants à passer aux questions. Et vous êtes libre d'interagir dans le chat box pour souscrire et poser toutes les questions. N'hésitez pas même de remettre en question toutes les présentations parce qu'il s'agit de partage d'expérience entre collègues, entre experts sur le domaine et surtout que ce de projets qui ont été implémentés dans un contexte de pluri-acteurs et dans des contextes difficiles. Bienvenue, chers amis, pour de questions. Merci infiniment, M. Janvier Boulenda et aussi M. Gérald, de vos deux présentations très, très intéressantes. Je m'en vais ouvrir le bal avec une question chacune. Et d'abord, il y a une question qui nous vient de notre collègue, M. Ali Badara Kalo. Bonjour, vous êtes là, M. Ali Badara Kalo? Oui, je suis... Monsieur Ali Badara Kalo? Oui, je suis là. Bonjour, je suis là. Merci de votre question si pertinente. Vous souhaiteriez savoir comment, dans les deux présentations, il n'y a pas eu le plein feu sur la participation de médias, de télévision, le spot dans le cadre de sensibilisation, n'est-ce pas? Donc, vous souhaiteriez que les amis, M. Janvier et M. Gérald, puissent en parler davantage, comment ils ont pu intégrer dans leur programme pour faire porter haut l'agenda de changement social et de comportement dans le programme dans un contexte aussi difficile, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, c'est ça. Parce que pourquoi j'ai posé la question, d'abord, je m'appelle Ali Badara Kalo, je suis assistant au département communication au niveau de la Croix-Rouge guinéenne. Donc, tous ceux qui ils viennent à peine de dire, nous aussi, on a traversé des épidémies, on a l'expérience
sur ces genres de choses, parce que même la première épidémie d'Ebola qui a eu lieu en Guinée en 2015, 2014 jusqu'à 2017 comme ça. Donc, on a eu une bonne expérience sur les médias et on a même arrivé à créer une radio mobile. Aujourd'hui, ça fait le boom au niveau de tous les partenaires en Guinée ici. Donc, j'aimerais juste comprendre la manière dont ils ont fait pour y. Si ça trouve que réellement il y a une différence, au moins on peut se complémenter pour donner un résultat fiable, même si ce n'est pas dans le groupe, mais on peut s'écrire un mail de partage d'expérience. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est bien dit. Monsieur Gérald et Monsieur Janvier, bienvenue. Merci, merci Elvis. Merci Ali pour la question. C'est vraiment pertinent. Et donc, par rapport à notre expérience, c'est que vous avez raison parce que la communication communautaire peut passer par différents outils et la radio et la télévision, c'est parmi les outils qu'on peut utiliser sans avoir beaucoup de difficultés. Et donc, si nous n'avons pas évoqué cela, j'ai dit au début que les résultats n'étaient pas exhaustifs. Et donc, il y a d'autres schémas qui étaient préconisés, mais qui n'ont pas été beaucoup plus cités ici. Pourquoi je n'ai pas fait beaucoup plus allusion ou insistance? C'est parce que nous travaillons avec d'autres partenaires sur le terrain et chaque partenaire voit du côté où il peut aider. Et en cela, dans les épidémies, par exemple, il y a un partenaire qui peut dire, moi j'ai le paquet tel, et l'autre dit, j'ai aussi ce paquet. Alors, on fait une complémentarité et pour que le message puisse passer. Mais sinon, la radio n'a pas été oubliée. Mais dans notre milieu, comme je disais, que les outils doivent être aussi adaptés et acceptés dans le milieu. Et les problèmes de télévision, par exemple, là, dans nos milieux, il n'y a pas vraiment une chaîne télévisée. Et pour cela, on n'a pas pu utiliser cette voie-là. Mais par rapport à la radio, il y a des messages qui ont été utilisés, mais qui viennent d'autres partenaires pour question de complémentarité. Merci. Merci, M. Janvier. Je veux passer la parole à M. Gérald pour un complément. Mais bien avant, il y a une question qui pourra aussi être complémentaire à celle-là, c'est de savoir comment avez-vous pu travailler pendant toutes les ripostes d'Ebola et on peut ajouter aussi cette pandémie de COVID. Comment avez-vous collaboré ou coordonné avec le groupe de travail sur le média? Merci okay, beaucoup. Merci, c'est une très bonne... ok. Vas-y, Janvier. Merci, Gérard. Par rapport au groupe média, et donc la collaboration, comme je le disais, il y a une coordination dans l'épidémie. Et quand il y a cette coordination-là, on essaye de se partager les tâches. Et il y a, par exemple, certaines organisations qui prennent seulement la communication médiatique ou la radio. Et à ce moment-là, vous, au lieu d'aller encore épuiser les ressources vers les médias, vous prenez un autre aspect. Et c'est comme ça qu'on essaie de se compléter au niveau du terrain pour que chaque communauté, mais que celui qui a la radio ou que celui qui n'a pas la radio, soit capable aussi d'écouter le message. Et au niveau de la communauté, par exemple, nous utilisons les relais communautaires. Donc, il y a des crières. On met les mégaphones et les crières passent dans les villages pour donner le message. Et le même message est donné au niveau de la radio. Alors, cela permet à ceux qui n'ont pas de radio puissent aussi avoir la facilité d'écouter le message au niveau local. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Gérard, à vous. Merci beaucoup, Monsieur Janvier. Monsieur Gérard, à vous. Monsieur Gérald. Monsieur Gérald de Julas, à vous. Je suis en ligne, vous m'écoutez? Oui. Je dis comme Janvier vient de l'évoquer. Vous me suivez? Ça passe? Nous vous suivons. Allô? Allô, nous vous captons très bien. Je dis comme Janvier.
Oui, comme Janvier l'a dit, par rapport à des épidémies, chez nous ici, le ministère de la Santé a mis en place des coordinations. Une coordination centrale avec les différentes thématiques. Et le volet média est également pris en compte. Et chaque partenaire s'inscrit par rapport aux thématiques. Et par rapport à la radio, il va falloir également que la radio n'est pas écoutée sur toute l'étendue du territoire ici en République centrafricaine. Et comme Janvier l'a dit, on utilise les canaux selon la communauté. Donc, au sein, là où la radio ne peut pas passer, les relais communautaires ou les volontaires prennent l'avantage pour aller expliquer les choses au sein de la communauté. Donc, ce volet, ça dépend également de l'endroit ou du milieu où il y a la radio pour que les choses fonctionnent bien. Merci beaucoup. Monsieur Benjamin Goumou, bonjour. Monsieur Benjamin Goumou, bonjour. Monsieur Gérald, Monsieur Benjamin vient de poser une question de savoir quelles ont été les dispositions prises par la Croix-Rouge centrafricaine face aux cas de volontaires qui ont été assassinés. Et inversement, au niveau de la RDC, dans la zone de santé de Mabalako, il y a eu aussi assassinat de 3 agents de la riposte à Ebola qui ont été assassinés lors des attaques de Maï Maï. Il y a eu aussi beaucoup d'incendies qui ont été posés au niveau de Katwa, où on a incendié le centre de traitement à Butembo. Et face à tout cela, on aimerait savoir quelles sont les leçons que l'on peut retenir et quelles ont été les dispositions que la Croix-Rouge centrafricaine a pu prendre et inversement le programme Momentum que M. Janvier coordonne. Merci et bienvenue. OK. Au niveau de la Croix-Rouge centrafricaine, le cas survenu à Gambo nous a vraiment touché tous les partenaires du mouvement. Et vous savez, la Croix-Rouge centrafricaine est en train de revoir ses textes et statuts de base. Nous avons pu, à travers cet incident, essayer maintenant parce que nous n'avons pas de code de conduite des volontaires et le code de volontariat. Donc, à partir de maintenant, il va falloir que tous les volontaires qui doivent sortir ou mener des activités au nom de la Croix-Rouge centrafricaine doivent signer le code de conduite où ce qui est détaillé, quels sont les moments qu'ils peuvent sortir sur le terrain. Et le grand problème, c'est que c'est un problème de communication parce que l'activité qui a été menée sur le terrain n'était pas en coordination avec le siège national et il y avait eu un problème de coordination par rapport à la sortie de ces volontaires et par rapport à cet incident, ainsi qu'avec le mouvement, nous avons mis en place un mécanisme par rapport aux conduites des volontaires sur le terrain et également par rapport au code de volontariat pour que nous devons d'abord essayer de signer ce code de conduite et mettre en application et développer plus également la sensibilisation sur le mouvement de la Croix-Rouge pour que les gens nous reconnaissent. Parce que si les gens nous perçoivent mal, ça va poser ce genre d'incident. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de la Croix-Rouge centrafricaine, de faire beaucoup plus de la communication sur ce que nous faisons, ce que nous sommes, ce que nous faisons avant et pendant les conflits. Donc, voilà les quelques dispositions prises au niveau de la Société nationale que je vous partage. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Janvier, avez-vous aussi ajouté par rapport au cas de Mabalako et autres? C'est vrai ce que vous avez dit, c'est qu'il y a eu des incidents pendant les ripostes et beaucoup de centres de traitement étaient brûlés et démolis par la communauté. Alors, c'était des leçons apprises qu'on avait et lors de l'implémentation du projet Momentum, on s'est dit qu'on a trouvé que la communication n'était pas fluide. Pourquoi? Parce que la communauté n'était pas associée à tout ce qu'on faisait. Et les gens pensaient qu'au niveau de CTC ou des centres de traitement, c'était un mouroir. Et quand ils pensent que c'était un mouroir, c'est fini, c'était des révoltes et personne ne pouvait venir même sensibiliser. Alors, pour ça, nous avons tiré des leçons à ce niveau-là et nous avons, donc dans l'implémentation, on a pensé que la meilleure des choses, c'est d'informer d'abord la communauté de ce que nous voulons faire et les associer à ce que nous faisons et puis
renforcer la communication pour que tout ce qui se passe, qu'eux-mêmes sachent et qu'eux-mêmes donnent parfois des solutions, en fait qu'il n'y ait personne qui vient de l'extérieur pour dire ou juger ou préjuger quelque chose. Et cela nous a permis à ce que, comme tout le monde était associé, même s'il y a un cas au niveau du CTC, les gens ont compris que non, quand il y a un cas suspect dans la communauté, il faut nécessairement informer les services compétents pour que les choses puissent être prises en main. Et donc, nous sommes servis de cette expérience-là pour que nous puissions un peu attirer cette communauté-là, solliciter leur adhésion. Et à la fin, on a trouvé qu'il y a un engagement qui est là et nous avons une bonne collaboration. Et puis, il y a aussi les zones de santé avec qui nous collaborons. Et donc, la collaboration, nous avons trouvé que dans cette communication-là, on ne se cache rien. Et donc, tout est visible, chacun donne ce qu'il a, chacun donne ce qu'il sent et on s'améliore au fur et à mesure qu'on avance. Merci. Merci beaucoup, M. Janvier et M. Gérald, de vos contributions aussi enrichissantes, même s'il y a encore une grande série de questions qui sont en train d'atterrir. Je nous encourage tous, chers participants, à reposer davantage de questions. Il y a une question qui nous vient de M. Kali et qui dit que ce serait important dans vos présentations d'intégrer aussi comment les techniques de communication que vous avez utilisées par cible avait-il été utilisé et contribué, bien entendu, à bien implémenter la communication sur le changement social et de comportement? Oui, merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas une question. Je trouve que c'est un souhait, donc c'est un ajout. Et là, nous capitalisons cela. Parce qu'il voudrait savoir comment nous avons intégré les techniques de communication. Et ça, c'est une bonne chose. Et donc, dans nos prochaines présentations, on ne manquera pas de développer des aspects tels que vous les souhaitez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Gérald, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, oui, la Croix-Rouge a été, avec ses partenaires, ont été les pionniers de ce qu'on a appelé la gestion de feedback communautaire. Et je vis dans votre présentation sur la vaccination, il y a eu des avancées. On aimerait savoir comment est-ce que la gestion efficace et rationnelle de feedback communautaire a pu renforcer, bien entendu, le programme, la mise en œuvre de programmes de changement social et de comportement dans les contextes humanitaires aussi difficiles que vous faites, souvent émaillés de conflits et aussi des incidents communautaires, et comment cela a pu résoudre pour tenir compte de volonté de la communauté pour essayer un tout petit peu de pallier à cela. Ok, merci. L'expérience en est que, vous savez, comme Janvier l'avait parlé par rapport à ces différents incidents, c'est parce qu'au départ, nous prenons la communauté, c'est comme si c'est des personnes marginalisées. Mais par rapport à cette approche, on les considère comme nos partenaires. Et ce qui fait que, avant de décider toutes les choses, il va falloir que nous descendons au sein de la communauté, échanger avec les leaders, avec les différents bénéficiaires de la manière dans laquelle nous puissions travailler. Vous savez, par rapport ici chez nous, le contexte de la vaccination des nomades, les nomades, c'est beaucoup plus la population Peul. Ils ne restent pas, ils sont instables et ils se déplacent de temps en temps. Et lorsqu'il y a une campagne de vaccination, s'ils ne les trouvent pas dans leur localité, il va falloir les chercher. Et ce qui nous a poussé à identifier au sein des leaders communautaires de cette communauté, qui nous a identifié que pour avoir des nomades pour les vacciner, il va falloir les identifier, les enfants Peul, ceux qui sont un peu instruits, ceux qui sont dans la communauté, il faut les intégrer maintenant dans le programme, leur présenter l'importance et ce sont eux maintenant qui vont aller auprès de leur communauté, nous indiquer que de telle période, ils sont en recherche des herbes dans telle localité. Il va d'abord entraîner l'équipe dans la localité pour les vacciner. Et c'est ce qui a marché.
Et parmi ces peu, on a eu à recruter des volontaires et qui nous donnent ces indices et qui nous permettent également d'avancer. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Janvier, vous avez aussi ajouté par rapport à l'expérience de la gestion de feedback communautaire dans le cadre de votre projet de Momentum. Oui, merci beaucoup. Par rapport au feedback communautaire, c'est que, comme je le disais au début, on se rapproche vers la communauté et en se rapprochant vers cette communauté-là, et donc la communauté nous donne facilement le feedback par rapport à l'implémentation de notre projet. Et nous, ce que nous faisons, nous essayons de nous adapter par rapport au feedback. Et après, nous travaillons encore avec la communauté qu'ils comprennent eux-mêmes, s'ils ont donné un feedback, que ce feedback-là soit, si c'était négatif ou positif, mais que la communauté sache d'où est venu le feedback et comment résoudre le feedback, comment donner une réponse à ce feedback-là qu'ils ont donné. Parce que c'est eux-mêmes qui nous aident encore à implémenter cela au niveau de la communauté. Merci. Merci beaucoup. Il y a une question qui nous vient de Boubacar. On aimerait peut-être un tout petit peu renforcer. Il souhaiterait savoir pour les populations nomades, pour les communautés en situation de déplacement interne ou de nomadisme obligé. Alors, quels sont de votre part les communicateurs traditionnels est-ce qu'ils ont été mis à contribution dans cette stratégie et si possible, comment leur implication a été effective? Donc, il voudrait un tout petit peu comprendre comment l'implication de communicateurs traditionnels dans les cas de nomadisme et de déplacement de populations internes a pu être capitalisé pour que ce projet puisse aller de l'avant et que les changements sociaux et de comportement puissent être bien pourvus dans des contextes humanitaires aussi fragiles. Le cas pour la RDC de ce déplacement du territoire de Rutshuru, où il y a eu un déplacement massif des populations internes suite aux affrontements entre le M23 et le FARDC, et éventuellement dans les autres endroits où Béni, où il y a eu les ADF qui ont fait le déplacement des gens. Et dans le cas de Centrafrique, on aimerait à comprendre davantage. Donc voilà un peu la question de notre collègue Boubacar. Bienvenue. Merci beaucoup Elvis pour la question. Et donc à ce niveau-là, au niveau des déplacés, je vais passer par l'exemple que vous donnez de Rwangouba vers Rutshuru et de Rutshuru vers la zone de santé de Nyiragongo et Goma. Et donc, les communicateurs locaux sont utilisés. Ils sont considérés dans tout ce que nous devons faire. Ça signifie quoi? C'est qu'il y a des relais communautaires, comme on le disait, dans chaque aire de santé. Et ces relais communautaires-là sont capacités dans l'implémentation des messages par rapport aux problèmes qu'on est en train de parcourir. Mais, alors, pour ce problème spécifique, nous avons retrouvé qu'il y a des communicateurs à ce niveau-ci. Il y a des relais qui sont en déplacement, mais qui ont difficile à donner le message à leur communauté. Parce qu'eux aussi, ils sont en train de vivre les chocs, ils vivent le stress. Et donc, il y a les aires de santé, là où ces déplacés ces déplacés internes se sont installés. Ces aires de santé-là, et nous utilisons les relais communautaires sur place pour sensibiliser cette population-là. Mais aussi, pour le moment, par exemple, nous sommes en train de chercher comment intégrer, donc l'aider et les déplacer. Donc, les relais communautaires ou les communicateurs déplacés et les relais communautaires internes, celui qu'on a retrouvé sur place, qui puissent interagir tous deux. Nous sommes en train de chercher des mécanismes, former ces gens-là et qui se comprennent en fait et se compléter au niveau des camps. Alors, au niveau de Butembo et Beni Mabalako, comme vous avez dit, il y a des déplacés internes et souvent ces déplacés-là, ils ne sont pas beaucoup plus dans les camps, mais ils se regroupent dans des familles d'accueil. Oui, à ce niveau-là, il y a les relais communautaires qui sont déjà capacités. Lors de leur visite à domicile,
Et lors des passages aussi dans l'engagement communautaire, ils passent dans les ménages. Et en passant dans les ménages, ils font la promotion des bonnes pratiques par rapport à tout ce qui peut être un danger pour la communauté. Et à ce moment-là, ils identifient aussi les relais qui, disons, les déplacés qui sont dans les ménages, en fait que ces relais-là puissent avoir aussi le même message que la communauté locale est en train de recevoir et que ces relais-là puissent en avoir. Parce qu'en cas d'épidémie, par exemple, l'épidémie ne va pas toucher seulement la communauté déplacée, mais il va toucher au même moment tout le monde. Et c'est pour ça que ces relais-là, en donnant le message, il transmet le message et aux déplacés internes et à la communauté locale. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Janvier. Oui. Si ajouter de la part de Gerlade, ça va. En attendant, il y a notre collègue Noro. Noro, ça va, bonjour. Également, Noro. il y a un complément que... Ok, merci Gérald. À vous. Oui, Elvis, je disais qu'il y a un complément par rapport aux communicateurs au niveau local. Je me souviens que pour la communication au niveau local, en République centrafricaine, nous n'avons pas assez de difficultés parce que nous avons d'abord la langue nationale qui est le sango qui est parlé sur toute l'étendue du territoire. Là, ça facilite. Maintenant, pour la formation, on identifie au sein de la communauté parce qu'ils ont leur dialecte. Mais la formation se passe d'abord en langue nationale, le sango, que tout le monde comprend, et on fait des simulations par rapport à ces volontaires au niveau local de faire la simulation en leur dialecte. Et comme ça, on va essayer de vérifier par rapport au message clé, ceux qui comprennent la langue, on vérifie, on corrige, et ça permet également maintenant à ces relais communautaires ou ces volontaires d'aller passer le message au sein de la communauté dans leur dialecte qu'ils comprennent, et ça a marché. C'est ça que je peux compléter à ce que Jean-José vient de dire. Merci. Merci, merci infiniment, cher Gérard. Il y a notre collègue Noro. Noro, vous êtes là? Noro, vous êtes là? Bonsoir, Noro. Bonsoir. Noro, vous aimeriez, vous avez apprécié le débat de nos panélistes et vous avez aussi une question portée sur le choix de personnes à impliquer afin de ne pas mettre en échec la mise en œuvre du changement social et de comportement dans le contexte humanitaire. C'est ça? Exactement. Merci. Et là, vous voudriez savoir, est-ce que le gouvernement n'est-il pas considéré parmi les concernés? Parce que dans les présentations de nos collègues, vous n'avez pas pu trouver ce hiatus entre cette collaboration effective entre ce qui est fait par les volontaires et par les structures étatiques, notamment le médecin chef de zone, les animateurs communautaires. Et pour le cas de la RDC, la cellule d'animation communautaire qui est devenue la cheville ouvrière du système de soins de santé communautaire en RDC, c'est ça? Oui, c'est par rapport à cela, donc pour donner la situation concernant donc les parties prenantes pour impliquer dans la mise en œuvre du SPC. Merci beaucoup. Merci. Alors, la question est ouverte. Monsieur Janvier, Monsieur Gérald Gildas, bienvenue. La question de notre collègue Noro est posée. Merci beaucoup, Noro, pour la pertinence de la question. Et donc, au niveau local, comme nous avons dit, dans la présentation, c'est vrai, on n'a pas parlé vivement que le gouvernement était derrière nous, ou nous étions derrière le gouvernement. Mais dans tout ce que nous faisons, comme je l'ai dit au niveau, quand on fait la planification, il faudrait penser aux ressources locales. Et les opportunités par rapport aux ressources locales que nous avons, dans tout ce que nous faisons, c'est d'abord le gouvernement qui est là. Et au niveau du gouvernement, nous avons la structure, par exemple, chez nous, nous avons la structure zone de santé. Et au niveau de la zone de santé, il y a l'animateur communautaire, comme l'a dit Elvis, c'est la personne qui chapeaute beaucoup plus les activités de communication et les activités communautaires. Et puis, nous avons aussi, au niveau disons, après l'animateur communautaire, nous avons au niveau communautaire
les CODESA et les cellules d'animation communautaire. Et donc, ces structures-là, ce sont les premières structures à considérer dans tout ce que nous faisons. Et donc, nous travaillons en étroite collaboration avec la zone de santé, avec les CODESA CAC, et nous allons vers les relais communautaires. Parce que tout ce que les relais aura comme observation au niveau du terrain, tout ce que les relais aura comme feedback au niveau du terrain, il amène ça au niveau du CODESA. Les CODESA ramènent vers au niveau des CAC. Les CAC amènent vers les CODESA et les CODESA vers les prestataires. Et le feedback nous arrive maintenant avec facilité. Et là, avec l'AC de la zone de santé, on peut maintenant savoir comment adapter ce qu'on est en train de nous suggérer au niveau du terrain. Et donc, nous ne le faisons pas seuls, nous le faisons toujours en collaboration avec ces structures qui existent. Merci beaucoup. Merci. Je vois la main de Ali Badara qui est levée. À vous. Merci d'avoir me donné la parole. C'est juste, j'ai une question à poser au monsieur qui vient à peine de parler par rapport au feedback. La question est la suivante. Comment est-ce que vous traitez les feedbacks? Parce que les feedbacks, quand c'est remonté, c'est des problèmes. Comment vous les traitez? Merci. À vous. OK, merci beaucoup. Quand c'est remonté, le feedback, nous travaillons en coordination, comme nous l'avons dit, et dans une zone de santé, donc la coordination, c'est au niveau de la zone de santé. Il y a la coordination qu'on appelle CREC, donc la communication des risques et engagements communautaires. Dans cette coordination-là, on essaye de se partager le feedback, on traite le feedback et on cherche maintenant des solutions à ce feedback-là, et puis on retourne vers la communauté avec les solutions proposées. C'est comme ça qu'on fait. Et si c'est un message, on essaie d'adapter le message par rapport au feedback donné. Merci. Merci. Je peux compléter? Merci. À vous. À vous, Okay. Gérald. Je crois que par rapport à la précédente question relative à l'implication du gouvernement, on est sous-entendu que la Croix-Rouge est auxiliaire des pouvoirs publics. On ne peut pas travailler en dehors du gouvernement. Et ici, en République centrafricaine, tous les mécanismes doivent passer au niveau du ministère de la Santé. Je me souviens que par rapport à la formation, CREC, comme l'autre vient les personnels du ministère de la Santé sont identifiés et ils sont impliqués ils sont formés avec les personnes de la Croix-Rouge et descendent ensemble sur le terrain pour faire la formation, parce que la remontée des informations, ce n'est pas au niveau de la Croix-Rouge, mais c'est au niveau des centres de santé, comme Janvier vient de le dire. Et tout est remonté jusqu'au niveau des sinistres pour les données. Donc, le ministère ne reste pas à part, mais le ministère travaille en collaboration avec la société nationale. Comme le sens un peu ce que je vous ai dit, c'est en fonction de ce travail que le ministère a donné à la Croix-Rouge maintenant tous les programmes d'urgence, à l'exemple choléra, préparation Ebola, ainsi de suite. Merci. Merci beaucoup de vos deux interventions en réponse pour édifier la question de notre collègue. Alors, il y a une question qui nous est posée par un autre collègue pour savoir, vous avez partagé les expériences, les leçons apprises de toutes les interventions de changement social et de comportement. Est-il possible d'axer les efforts aussi sur les aspects de sécurité, la formation, le renforcement de capacité sur la sécurité, par exemple le BCF ou le SAFE? Est-il possible d'intégrer, parce que c'est le souci de notre collègue qui pense que pour la Centrafrique, tous les volontaires Croix-Rouge devraient intégrer, bien entendu, cette formation pour être efficace sur le terrain au regard de l'insécurité? Merci, c'est un aspect que je n'avais pas touché. Effectivement, ici en République centrafricaine, nous avons l'appui du CICR. Et avec le CICR, nous avons mis en place un comité de l'accès plus sûr qui travaille actuellement et qui essaie de descendre dans les branches locales pour essayer de former les gouvernances locales ainsi que les volontaires sur l'accès plus sûr par rapport à notre contexte que nous travaillons, c'est le concept d'insécurité. Il va falloir que c'est très urgent pour que les volontaires
et les gouvernances locales de la Croix-Rouge puissent appréhender et mettre en pratique les outils de l'accès plus sûr. C'est très capital. Là, ça ne veut pas échapper, ça ne nous a pas échappé. Et le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, nous appuie énormément dans cet outil. Merci. Merci beaucoup. Ce que nous tendons vers la fin, mais il y a des questions de sondage que vous pouvez dire si, M. Jean-Jacques, vous pouvez nous balancer certaines questions de sondage pour que dans quelques secondes, les amis réagissent. En attendant, nous apprécions vraiment votre participation. Nous apprécions aussi les contributions aussi riches de chacun de nous dans ce séminaire web. Merci et nous pensons que ça a été vraiment de brillantes contributions pour que nous puissions intégrer dans la conception et la mise en œuvre de programmes de changement social et de comportement dans les contextes humanitaires fragiles. Et nous pensons que c'est vraiment de contributions qui valaient la peine et nous sommes très ouverts au niveau de Springboard pour continuer, bien entendu, à partager les expériences et enrichir ce débat parce que nous avons déjà un cadre qui nous est accordé à travers Springboard où nous pouvons échanger à travers les différentes rubriques qui sont dédiées à nous. Merci, merci infiniment. Avez-vous un mot de la fin, chers collègues? Alors, oui, allez-y. Oui. Oui, Monsieur Jean-Jacques. Et je pense qu'ils peuvent aller, ils peuvent donner le mot de la fin et puis je vais prendre la parole. Merci. Bienvenue, Monsieur Gérald et Monsieur Janvier, bienvenue. Merci beaucoup, Chris. Par rapport au moment, je remercie beaucoup les organisateurs de ces forums. C'est vraiment, ça nous donne vraiment un goût, disons, d'y participer. Parce que je trouve que c'est beaucoup, il y a beaucoup d'échanges et puis il y a beaucoup d'expériences. Bien qu'on peut penser qu'on a une expérience, mais on trouve disons, des ajouts de part et d'autre. Et là, ça nous donne encore les soucis de faire mieux que ce que nous faisons actuellement. Et je pense que ça ne serait pas le dernier et on pourrait toujours continuer. Et dans le cas où c'est nécessaire, si vous nous sollicitez, on pourra toujours revenir pour qu'on puisse partager les expériences, en fait, de performer un peu ce que nous avons sur notre programme. Merci. Merci. Gérald? Merci également. Je remercie les organisateurs. C'est une très belle expérience pour permettre également de nous rendre compte de ce que ça se passe ailleurs. Et je remercie également mon frère Janvier de sa présentation avec les expériences de la RDC. Kalim nous avait parlé dans une formation à Douala de cette expérience. Il est revenu là-dessus. Moi, je suis vraiment satisfait de ça. Et également, une proposition pour ne pas que ça soit la dernière fois. Et grand merci à tous les participants pour leurs questions qui nous ont amené également d'étayer un peu notre présentation. Et c'est une présentation, nous aimerions également avoir le feedback. Est-ce que ça a bien été ou ça n'a pas bien été pour permettre également d'améliorer dans les prochaines fois. Je vous remercie. Merci beaucoup. Jean-Jacques, à vous. Merci, Monsieur Janvier, Monsieur Elvis, merci, Monsieur Gildas, pour votre participation. Merci pour cette présentation vraiment très, très enrichissante. Nous avons appris beaucoup de choses et nous croyons que votre expérience aussi va nous aider dans la mise en œuvre de nos différentes activités dans des situations pareilles. Et nous sommes très contents d'avoir reçu toutes ces bonnes pratiques auprès de vous en ce jour. Donc, comme annoncé au début de ce webinaire, j'avais parlé de la plateforme Springboard, qui est le réseau social, disons, si on peut le dire, pour les professionnels du domaine de la santé publique, que je suis en train de partager à présent le lien pour joindre cette plateforme dans le chat. Et il y a beaucoup de choses sur cette plateforme qui vous permettent d'être en contact avec d'autres personnes qui sont dans le domaine aussi de la santé publique. Vous pouvez les écrire, vous pouvez pas seulement avoir leur mail en allant sur
leur profil, il y a des ressources qui sont disponibles, les événements également qui sont disponibles sur la plateforme que vous pouvez toujours prendre connaissance et tout ça. Et j'avais annoncé tantôt une partie où vous pouvez trouver des ressources du domaine du CSC, c'est-à-dire en haut à droite de votre écran, le compas qui est là. Lorsque vous cliquez, vous avez cette possibilité d'aller sur ce site-là pour rechercher vraiment beaucoup de ressources sur euh, donc, j'ai choisi la langue française d'abord. OK, ça facilite. Donc, il y a vraiment beaucoup de ressources, de documents à télécharger, de plusieurs projets. Donc, je vous invite à venir sur Springboard, de venir profiter de ces ressources. C'est totalement gratuit. Vous venez, vous les télécharger gratuitement. Et l'autre annonce que je vais faire, c'est qu'il y a le sommet pour le changement social de comportement, le sommet international du changement social de comportement qui a lieu à partir du 5 décembre à Marrakech, au Maroc. J'espère que certains d'entre vous seront à Marrakech. Donc, lors de ce sommet, il y aura une compétition pour les utilisateurs de Springboard. Il y aura également des actualités du sommet qui seront publiées dans ce groupe. Ça, c'est le groupe du sommet qui se trouve sur Springboard. Euh, il y aura un jeu qui sera organisé pour ceux qui seront physiquement présents au sommet, qui devront utiliser beaucoup Springboard. Donc, il y aura cette compétition des plus grands utilisateurs de Springboard au sommet CSC. Donc, même si vous ne participez pas au sommet, je vous invite à rejoindre le groupe. J'ai partagé le lien dans le chat parce que c'est le groupe qui va vous aider aussi à voir l'actualité du sommet et aussi des choses que les gens vont partager certainement lors du sommet CSC. Donc, restez en contact avec nous sur Springboard. Nous sommes toujours disponibles et il y a beaucoup de fonctionnalités. Vous pouvez aller dans les carrés pour publier des offres d'emploi si vous le souhaitez ou même chercher des offres disponibles pour vous-même. Donc, nous restons disponibles. Merci pour votre temps. Merci d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Nous avons reçu vraiment beaucoup de questions. L'échange était vraiment intéressant. Nous avons eu le temps d'échanger, mais malheureusement, nous ne pouvons plus continuer d'échanger parce que nous sommes au thème de ce webinaire. Nous espérons que vous pourrez toujours entrer en contact avec chacun d'entre vous, avec les présentateurs et d'autres personnes que vous avez rencontrées lors de ce webinaire pour toujours rester en contact et d'échanger pour la bonne marche des choses à votre niveau. Donc, merci à tous. Merci encore à tous les participants qui participent à ce webinaire depuis vos différents pays. Je vous remercie. Je remercie spécialement aussi les présentateurs qui ont fait de leur effort pour travailler sur les différentes présentations. Nous savons que nous sommes à la fin du mois. Actuellement, ils sont beaucoup occupés avec les rapports et tout ça, mais ils ont accepté de participer à ce webinaire. Nous sommes vraiment très contents de leur présence. Merci également à M. Elvis d'avoir accepté de participer à ce webinaire en tant que modérateur. Je suis vraiment très content. Vous avez réussi à bien nous donner plus de précisions avec vos commentaires, avec beaucoup d'autres informations que vous avez fournies au cours de votre intervention. Merci, merci et encore bonne soirée, bonne journée, ça dépend de là où vous nous joignez. Je laisse à présent mon mail dans le chat et à plus. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.